Merci de suivre TFM. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Le projet bus rapide de survoi réservé fâche les populations de Grand Médine au micro de nos reporters. Elles disent non à ce projet qui va certainement aboutir à la démolition de plus de 160 maisons. Dans cette édition, vous entendrez les explications du directeur général du CETUD. La résurgence d'Ebola fait peur aux Guinéens établis à Dakar. À la rue Sandiniéry, les commerçants craignent que la réapparition du virus n'affecte leur portefeuille. Ils se sont confiés à nos reporters. Vous en saurez plus dans un court instant. Le cancer du col de l'utérus, une réalité à Tivaouane. Sur 300 femmes consultées, 80 cas suspects. Un dépistage qui fait peur au personnel sanitaire. Ils demandent à l'État de leur venir en aide. Et puis, plus d'1 milliard injecté pour densifier le réseau électrique. Grâce à cet investissement, l'État va éclairer plus de 400 villages et pas moins de 100 structures sanitaires. Nous irons constater l'état d'avancement des travaux. Ce sera avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous le disais donc en titre, Ebola sème de nouveau la panique. La réapparition du virus en Guinée-Conakry inquiète les ressortissants guinéens présents ici chez nous au Sénégal, à la rue Sandiniéry. Les commerçants craignent que cette résurgence du virus n'affecte leurs affaires. Ils saluent toutefois les mesures de sécurité prises par les autorités sénégalaises au niveau des frontières. Reportage Fatima Taba et Mohamed Dian. Rue Sandiniéry, les flux inondent les lieux. Les affaires marchent bien pour la communauté guinéenne, mais cette dernière est aujourd'hui préoccupée par le virus Ebola qui a refait surface en Guinée. Nous avons vraiment peur pour nos parents à rester au pays. J'ai entendu parler de 6 cas confirmés. Espérons que ce chiffre ne va pas grimper. Je demande aux parents d'être prudents. La propreté est de mise. Gel, savon, eau de javel, il ne faut rien rester au hasard. Le Sénégal a lui pris ses devants au niveau des frontières. Un important dispositif de surveillance sanitaire a été mis sur pied, ce que nos interlocuteurs confirment. Le virus Ebola est dangereux, donc je pense que le Sénégal a bien fait de mettre sur pied un dispositif sanitaire au niveau des frontières, vérifier les marchandises, mais aussi contrôler les gens en provenance de la Guinée. J'étais en Guinée, je suis rentré hier. Effectivement, des mesures sont prises au niveau des frontières. Une fois sur le territoire sénégalais, on vous examine pour voir si vous n'avez pas de la fièvre ou autre. Au-delà des parents laissés au pays, ils sont également inquiets pour leur business. L'année dernière, nous avons souffert avec le virus Ebola. Nos affaires tournaient au ralenti et nous espérons ne plus vivre cette situation. En décembre 2015, l'OMS a annoncé la fin de l'épidémie en Guinée, mais Ebola n'a décidément pas encore dit son dernier mot. Dépistage du cancer du col de l'utérus à Tivaouane. Sur 300 femmes consultées, 80 cas suspects. Des chiffres qui font peur au personnel sanitaire de la ville sainte. L'association des sages-femmes de Pire et Tivaouane sollicite l'aide des autorités. Charanta Diop, c'est la tire pour la correspondance. Le cancer du col de l'utérus, cette terrible maladie sévit à Tivaouane. Sur les 300 femmes consultées, il a été noté 80 cas suspects. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Les autorités sanitaires de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane tirent la sonnette d'alarme. Sur 300 femmes consultées,
On a eu un taux de 82 femmes qui sont suspectes. Une fois qu'on a dépisté, le gros problème, c'est le suivi, c'est la prise en charge de ces femmes-là, c'est les traitements. J'ai un cri du cœur vraiment à lancer. Un fléau qui donne des sueurs froides aux femmes de la FEDA, de Pire, Femmes Éducation et Développement en Afrique, qui ont initié des sessions de formation destinées aux agents de santé des districts sanitaires de Tivaouane, Khombol et Sokone sur le dépistage visuel du cancer du col de l'utérus. Le maire de Pire, Serigne Mboup, lance un plaidoyer en faveur des femmes pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Le plaidoyer qu'on a entendu aujourd'hui, on a parfois des sueurs froides parce que on sait que c'est une maladie terrible. Il faut beaucoup de prévention avant, il faut beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisation, mais il faut surtout aussi un suivi après le dépistage parce que on le sait, les analyses sont extrêmement coûteuses et effectivement on est interpellé aujourd'hui par les mesures qu'il faut prendre pour qu'une fois une femme est dépistée, qu'on puisse l'accompagner non seulement psychologiquement mais dans la prise en charge pour justement toutes ces analyses et tous ces traitements qui sont essentiels pour enrayer la maladie dès le départ. Un plaidoyer qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Les femmes de Tivaouane ont grandement besoin d'un soutien. À Sédhiou, les instituteurs en formation font les frais d'un mouvement d'humeur enclenché par leurs inspecteurs. Cela fait bientôt 8 mois qu'ils sont présents au centre régional, mais problème, ils n'arrivent toujours pas à boucler leur formation diplômante et pour cause. Les inspecteurs qui sont censés leur dispenser des cours refusent de le faire jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Une situation embarrassante pour ces instituteurs en formation. Ils demandent à l'État de réagir. Bakary Konté. Paralysie de la formation diplômante et initiale des instituteurs adjoints et maîtres élèves au centre régional de formation des personnels de l'éducation. Les inspecteurs formateurs réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés d'indemnité. On boycotte la formation pour la simple et bonne raison que, comme vous le constatez, l'État jusqu'à présent, pour ce qui est même de la formation initiale, je pense que nos collègues ne sont pas encore dans le fond. Et que nous avons fait vraiment tout le travail de formation au niveau pendant l'hivernage. Bon, nous sommes tant bien que mal donnés sous la pluie. Bon, on a fait un regroupement, il nous restait le second regroupement, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu l'État, comme nous n'avons pas senti quand même l'État à nos côtés. Et je pense qu'il serait vraiment mieux quand même que l'État quand même pense à ceux qui sont en train quand même de donner des enseignements apprentissages au niveau de la formation diplômante, de penser à nous. Oui, le mouvement va se poursuivre. Les instituteurs adjoints ne savent plus à quel sein se vouer. Ils demandent au ministre de l'Éducation de réagir dans les plus brefs délais. Bon, ce matin, à notre grande surprise, nous avons trouvé les inspecteurs sont tous en grève. Parce que l'État n'a pas respecté les accords qu'il avait signés avec eux. Il n'a pas voulu payer la formation diplômante, la formation initiale et même l'évaluation finale. Bon, ça, c'est une conséquence vraiment énorme pour notre carrière parce que nous voulons obtenir notre CAP. Ça joue vraiment très important sur notre avenir. Les inspecteurs de l'éducation ont décidé de croiser leurs bras jusqu'à satisfaction totale de leurs doléances. Retour dans la banlieue dakaroise, la gare routière de Rufisque a un nouveau patron. Falilou Sambé et son équipe veulent apporter un nouveau souffle au secteur du transport rufisquois. Pour ce faire, ils comptent très prochainement procéder à la réouverture de la gare routière et appellent l'État et la municipalité à s'impliquer dans le projet. Ousseinou Thiam, Biragagne. Fermée aux usagers et aux transporteurs depuis plus d'une dizaine d'années, suite au tiraillement noté au sein du comité de gestion, la gare routière de Rufisque présente un visage peu reluisant. À la place des véhicules, cet ouvrage construit à coups de millions est laissé à la merci des ouvriers et du bétail qui errent. Mais avec l'élection du nouveau comité de gestion, l'espoir est permis pour la réhabilitation et la réouverture de cette gare routière, mais aussi le retour des nombreux chauffeurs de taxi éparpillés un peu partout dans le centre-ville. La gare routière s'est dégradée depuis presque plus de 16 ans. On ne trouve que des épaves de véhicules, des artisans par-ci par-là, des animaux qui errent. C'est pourquoi nous nous sommes levés très tôt en tant que
Rufisquois, en tant que des patriotes, en tant que des professionnels du transport, pour réhabiliter cette gare routière. Pour ces acteurs du transport local, il faut nécessairement un accompagnement de l'État et des autorités locales pour redonner à cette gare routière son lustre d'antan. Ce que nous voulons, c'est une gare routière moderne, à l'instar des beaux maraîchers, à l'instar des gares routières de l'Afrique, comme si vous allez en Algérie, en Maroc, pourquoi pas. Une gare internationale qui pourra accueillir des véhicules allant de Dakar jusqu'à Bamako, jusqu'à Niger, jusqu'à Burkina Faso, etc. Faire tout ce qui est nécessaire comme accessoire, refaire les toilettes, refaire les murs, créer des espaces verts, trouver par exemple des grandes salles d'attente pour les passagers. Donc on lance un appel au président de la République, M. Macky Sall, pour qu'il puisse vraiment nous aider à réhabiliter ce bijou de la ville de Rufisque. Des chauffeurs qui appellent à l'union de tous les acteurs pour la redynamisation du secteur du transport à Rufisque. Nous parlons à présent d'un bel élan de solidarité à l'endroit des populations de Ndiandane. Ndiandane, c'est dans le département de Podor. Sur place, les habitants ont pu bénéficier d'un important don de la part de l'association Le Convoi du Cœur. Des lits, du matériel scolaire ont été distribués aux habitants qui n'oublieront pas de sitôt cette belle journée. Ousseynou Diop, Habib Sek. Dans le village de Ndiandane, les populations ont accueilli les bénévoles du Convoi du Cœur. Après 15 jours de route, ils ont offert du matériel informatique, scolaire et surtout médical à la population pour régler définitivement les problèmes des patients de l'hôpital. C'est un acte généreux. Auparavant, les patients étaient confrontés à de sérieux problèmes concernant l'hospitalisation. Tous étaient au rendez-vous, notables parents d'élèves et autorités locales ont bien accueilli le don qui permettra à coup sûr de résoudre les multiples doléances des populations de Ndiandane. C'est pour cela d'ailleurs que nous sommes revenus cette année pour emmener encore plus de choses et on a promis de revenir encore l'année prochaine pour alimenter les différents dispensaires, écoles, bâtiments d'administration, etc. Grâce aux efforts fournis par les fils du terroir, les structures sanitaires et scolaires n'ont plus à envier les hôpitaux. Désormais, chaque année, le village de Ndiandane sera doté du matériel neuf pour accompagner l'État dans sa politique éducative et sanitaire. C'est du matériel de grande importance. Ils l'ont fait il y a de cela 3 ans. Ils viennent de le renouveler et ils ont promis de le faire chaque année. Donc nous les remercions. Du moment qu'ils sont Convoi du Cœur, nous les remercions du fond du cœur. Les populations du village veulent aussi une ambulance pour le transport des malades en urgence. Les bénévoles ont promis d'étudier cette doléance avant de revenir l'année prochaine. Et puis, je vous l'annoncer en titre, l'État du Sénégal injecte plus d'1 milliard de nos francs pour la densification du réseau électrique. Avec cet investissement, c'est plus de 400 villages, pas moins de 100 structures sanitaires qui vont sortir des ténèbres. Les poteaux chargés de répartir toute cette énergie sont actuellement en travaux à Mbao, des chantiers contrôlés par le PUDC. Cher Diop, directeur du programme en question, s'est justement rendu sur place pour constater l'état d'avancement des travaux. Compte rendu de sa visite, il est signé Salisso et Asmalik Diop. Sur le site de fabrication, les ouvriers se plient à 4. Ils ont 3 mois pour livrer les 5400 poteaux béton. Ces piliers sont destinés aux lignes moyenne tension. Ceci s'inscrit dans le cadre de la densification du réseau d'électrification rurale. Les autorités comptent ainsi sortir plus de 400 villages des ténèbres. L'option que nous avons prise de faire à peu près 2773 km de ligne, moyenne tension et basse tension, obéit à la volonté du chef de l'État de construire des dorsales sur l'ensemble du territoire. Au-delà des villages que nous allons électrifier, nous allons aussi permettre le raccordement d'un certain nombre de forages. Au total 90 forages que le PUDC va construire, qui sont situés dans des zones où l'électricité n'arrive pas. En plus de ces forages que nous allons électrifier, il y a un lot important de postes de santé, de centres de santé qui sont électrifiés. Ils sont au nombre de 100. On a un stock de 700 poteaux parce que nous sommes en train un peu de monter en charge progressivement. On a actuellement une capacité de 60 poteaux et on va aller vers une capacité de 110 poteaux. L'électrification de ces villages, structures sanitaires, forages et autres places d'affaires coûtera 1,5 milliard de francs CFA à l'État du Sénégal, lequel État promet d'électrifier plus de la moitié du monde rural avant fin 2017.
Et puis, vous êtes certainement nombreux à l'avoir remarqué, de nombreux quartiers de Dakar sont désormais approvisionnés en poubelles. L'initiative est de l'UCG, l'Union de coordination et de gestion des déchets, entend ainsi répondre à sa mission première, faire de Dakar une ville propre. Interrogés sur le sujet, les Sénégalais se réjouissent. Aïssa Topaya. Dakar change de visage. Fini l'état d'immondice à chaque coin de rue. Des poubelles de couleur noire s'ajoutent au décor. Une petite fente au devant. La ville se veut propre. Les Sénégalais apprécient. Une initiative à saluer, à apprécier parce que ça fait partie de ce qui fait fonctionner un pays. Le développement, ça commence par l'environnement. Moi, par exemple, les petits trucs, les petits sachets de bonbons, etc., je les mettais dans mes poches et tout. Donc le fait parce que tout simplement j'arrivais pas à avoir de poubelle, je peux marcher 100, 200, 300 voire 400 mètres sans voir de poubelle et tout. Maintenant qu'on peut voir fréquemment des poubelles, ça nous facilite vraiment la vie. Une initiative à l'endroit des populations, une forme de sensibilisation à des actes civiques et citoyens. Déjà c'est un axe de civisme. Parce que quand même c'est super difficile, par exemple pour les citoyens, de marcher dans les rues sans poubelle. Ça commence déjà à la maison. Parce que le fait que les gens jettent des choses dans la rue, c'est déjà une habitude. Parce que quelqu'un qui a grandi dans le désordre, pour lui le désordre c'est normal. Que quand on jette dans la rue c'est normal. Ça se voit même dans les transports en commun, ou bien les particuliers, quelqu'un qui mange, ça jette dans la rue et ça c'est dommage. Donc ça c'est une initiative à saluer. Pour cette dame, une ville propre attire plus de touristes et l'image de Dakar n'en sera que plus attrayante. Lorsqu'un étranger vient ici pour passer les vacances et qu'il trouve une ville propre, c'est notre fierté. En se promenant dans les rues propres, je suis fière d'être sénégalaise et je pense que tous les Sénégalais le sont aussi. Il faut de l'hygiène. Parce qu'il y a tellement de maladies actuellement dans ce monde. Ravis, ils le sont, de la Médina en passant par Sacré-Cœur. Dans toutes les rues sont accrochées des poubelles à des poutres afin d'inciter les Sénégalais à des changements radicaux. Une actualité qui vous a certainement marqué cette semaine, la profanation du cimetière catholique de Rufisque. Un acte que le maire condamne avec la dernière énergie. Daoudagnan annonce l'extension et la sécurisation du lieu de culte. Je vous propose de l'écouter au micro de Sénoutia et Biradiania. Je regrette tout ce qui s'est passé au niveau de ces cimetières-là. Nous compatissons avec la communauté chrétienne. Et demandons au curé Stanislas de croire que toute la commune de Rufisque est à ses côtés pour dénoncer de tels faits. Donc des dispositions devront être prises pour arriver à sécuriser ces lieux. Nous avons localisé depuis 2 ans justement l'ancien cimetière des militaires. L'argent est voté. Il va falloir que je convoque mes conseillers juridiques pour voir quel est le chemin le plus rapide. Hors de chez nous, l'actualité internationale, c'est essentiellement 4 titres. La France qui renonce à la déchéance de la nationalité. Madagascar qui s'est souvenu de l'insurrection de 1947. L'opération Sangaris qui prend fin en Centrafrique. Mais d'abord le Mali, où le gouvernement n'a pas assisté au forum pour la réconciliation qui se déroule à Kidal. Le récit de ce tour d'horizon international, il est signé Daniel Diouf. Bamako qui a boudé le forum pour la réconciliation qui se tient à Kidal. Le gouvernement justifie son refus de participer aux travaux du forum, évoquant les résistances observées dans le camp d'en face. Les autorités maliennes estiment que la coordination des mouvements de l'Azawad ne respecte pas les termes de l'accord de paix de Bamako de mai-juin 2015. Au chapitre des points de dissension, l'absence des représentants de la partie gouvernementale dans le comité d'organisation du forum. Fin de l'opération Sangari en Centrafrique. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, prévoit cette fin dans le courant de l'année 2016. L'opération lancée il y a 2 ans et demi, elle était destinée à stabiliser le pays en proie aux affrontements intercommunautaires. Ce retrait a été officialisé par Jean-Yves Le Drian qui assistait à la passation de pouvoir entre le gouvernement centrafricain de transition et le nouveau président Faustin Archange Touadéra, élu le 14 février.
Aujourd'hui, fort de 900 hommes, le contingent français sera progressivement réduit à environ 300 soldats au cours de l'année. Ces éléments français rejoindront les quelques 12 000 hommes de l'opération onusienne de maintien de la paix, la MINUSCA. Ce 29 mars 2016, les Malgaches ont commémoré l'insurrection de 1947 contre l'armée coloniale française, un soulèvement dont la répression a fait des milliers de morts. Il aura fallu 1 an aux troupes coloniales pour venir à bout de la guérilla. Certains des leaders du mouvement indépendantiste, dont des députés, mis aux arrêts, condamnés à mort après avoir été déchus de leur immunité parlementaire, une peine commuée en prison à vie par la suite. François Hollande a été contraint. Enfin, la déchéance de nationalité en France finalement abandonnée après des semaines de controverses entre députés et sénateurs. L'annonce a été faite ce mercredi par le président Hollande qui renonce ainsi à sa réforme constitutionnelle. Dans la matinée, le président Hollande avait reçu les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale avant le Conseil des ministres. Je déplore profondément l'attitude des députés et des sénateurs qui n'ont pas réussi à dépasser les frontières partisanes, a-t-il déclaré lors d'une brève allocution depuis l'Élysée. J'ai donc décidé de clore le débat constitutionnel, a donc conclu le chef de l'État français. À l'origine, le projet de réforme décidé après les attentats du 13 novembre comptait 2 articles. Le premier concernait l'inscription de la déchéance de nationalité. La page des sports que nous ouvrons avec les commentaires de l'entraîneur de foot Salam Lam. Selon lui, l'équipe nationale du Sénégal n'est pas encore rassurante pour un futur triomphe à la CAN 2017. Le directeur du centre de formation des jeunes footballeurs de Fatick pense qu'Aliou Cissé n'a pas encore trouvé un excellent collectif malgré les 4 victoires en autant de sorties dans les éliminatoires. Ces propos sont recueillis par Cheikh Sadi Boudjara. On est en train de survoler les éliminatoires. Je pense que c'est bon signe. Maintenant, est-ce que l'équipe est prête pour la Coupe d'Afrique? Je ne saurais dire, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Même les aspects qui sont supposés, en tout cas, donner des satisfactions, il faut les améliorer. Je pense, parce que c'est un problème de niveau. Il ne faut pas se tromper parce que les adversaires également ne sont pas de très grand niveau. Alors qu'en Coupe d'Afrique, au niveau des phases finales, nous aurons quand même des équipes, disons, de grande envergure. Donc il faut améliorer tous les aspects. Mais maintenant, le vrai chantier de Aliou, c'est le meneur de jeu, le jeu des latéraux et devant. Je pense qu'il faut que cette mayonnaise-là puisse prendre. Parce que jusqu'à présent, on a de belles individualités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'également, on est très compétitif. Parce qu'il faut la gagne pour continuer à construire. Et on est en train de le faire. Mais maintenant, il faut stabiliser donc les acquis. Et toujours en foot, fin de la 16e journée de Ligue 1 au stade d'Amba Diop avec cette affiche AS Jaraaf Mbour Petite Côte. Un match qui a tourné à l'avantage de Jaraaf, 1-0, œuvre de l'attaquant Ibrahima Diop qui plonge un peu plus les Mbourois dans une série noire. Compte rendu encore signé Cheikh Sadi Boudjara, Adiatala, Younous Diatta. L'AS Jaraaf retrouve son jeu et la victoire. Relégable avant la rencontre, elle attaque bien la partie mais sans réussite. L'avant-centre Ibrahima Diop manque par 2 fois d'ouvrir le score dans la première période qui se termine sans but. Plus efficace dans la seconde, il est l'auteur de l'unique réalisation du match à la 60e minute. L'espoir et l'ambition renaissent chez les Médinois. Il faut se féliciter encore du bon match et du bon contenu. Le score, à mon avis, aurait pu être plus sévère que ça. Mais c'est quand même un adversaire sérieux qu'on avait en face. Et tout compte fait, l'essentiel a été de gagner et d'engranger enfin 3 autres points. Mbour Petite Côte est-elle dans une mauvaise passe avec 9 matchs sans victoire, une contre-performance à laquelle il faut ajouter l'expulsion de 2 de ses attaquants. L'heure est grave pour l'entraîneur mbourois. Quand une équipe se crée des occasions, c'est parce que le contenu est bon. Il reste maintenant tout simplement à concrétiser les actions
n'est-ce pas, pour pouvoir se mettre à l'abri. Il reste encore 11 journées. Je suis toujours optimiste. On va continuer le travail, rectifier certaines erreurs, mais également essayer de mettre en place une nouvelle structure sur le plan offensif, jouer notre va-tout. On va recevoir la semaine prochaine chez moi, à Bourg. Là, il n'y aura rien que la victoire. Rien que la victoire. Là où je vous parle, je ne suis pas menacé. Mais vous savez, un entraîneur n'est jamais à l'abri quand son équipe ne gagne pas. À la faveur de sa victoire, Jaraaf quitte la 17e place pour la 9e, avec 20 points, devançant maintenant de 2 rangs Mbour Petite Côte avec 19 points. Allez, du football, nous passons à la lutte avec cette information qui va certainement plaire aux amateurs de lutte. C'est officiel, la pose de la première pierre de l'arène nationale aura lieu le 7 avril prochain dans la commune de Pikine Nord. Une étude d'impact environnemental et social a déjà été réalisée. C'est le ministre des Sports qui l'annonce, Matar Ba, que je vous propose d'écouter avec Cheikh Tidiane Dione. L'arène nationale, vous savez que c'était un rêve. D'aucuns qualifiaient même cela d'éléphant blanc. Mais avec beaucoup de détermination et d'engagement de la part du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal, nous avons en tout cas eu à soulever, en tout cas à contourner les obstacles, à mettre nos efforts ensemble pour que les populations comprennent, mais aussi que les sportifs du Sénégal puissent disposer, surtout les lutteurs, d'une infrastructure digne de ce nom. L'entreprise chinoise est venue et a accéléré les travaux et que le chef de l'État procédera à la pose de la première pierre le 7 à 16h au niveau du site. Et voilà qui met fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. Juste avant, vous aurez Faram Fatché comme tous les mercredis. Ce soir, Pape Ngagne reçoit Abdou Khafor Touré du PDS, Yankhoba Diattara du Parti Rewmi, Sori Kaba de l'APR et Lamine Diouk du PS. Voilà donc pour les invités de Faram Fatché. Tout de suite, la suite des programmes, c'est avec l'invité de la rédaction, Mamadou Ibra Kane, s'entretient avec Mbaye Diouf, ancien ministre, auteur du livre Au sein de l'État et parmi les politiques. Voilà, excellente suite des programmes sur TFM. Bonne soirée.